Le bien-être des travailleurs devient de plus en plus un sujet de prime importance. Et aujourd'hui, nous allons analyser les conditions des travailleurs dans les entreprises minières ici au Lualaba, de leur traitement ainsi que de l'implication de l'État. Alors pour cela, nous avons invité encore pour vous M. Évariste Kissélétuté. Il est consultant syndical. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour madame. C'est encore un plaisir pour nous de vous avoir sous ces plateaux pour la deuxième fois. Merci, merci. Et comment vous sentez par rapport à la première fois? Ravi, une marque de considération, bien sûr. Merci en tout cas, beaucoup. je vous remercie. En tout cas, nous vous remercions également pour d'avoir répondu à notre invitation. Alors avec vous, on va analyser les conditions des travailleurs au sein des entreprises minières ici au Lualaba. Trop de soulèvements, trop de grèves, trop de revendications. Quelles sont les raisons qui poussent à ce que les travailleurs puissent avoir des revendications, faire des grèves parfois? Oui, madame, ce que vous dites là est vrai, parce que nous sommes en train de connaître ou de voir dans le monde du travail beaucoup de soulèvements, de mécontentements. Les problèmes se trouveraient à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau national, dont je ne peux pas aborder à ce niveau. Le deuxième problème, c'est le problème au niveau local, c'est-à-dire des entreprises. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de soulèvement. Au niveau national, il y a la politique du gouvernement. Et si cette politique du gouvernement n'est pas beaucoup plus favorable, c'est pourquoi je dis que c'est un sujet que nous allons encore aborder et parler, ça a des répercussions sur le niveau de travailleurs. Et au niveau des entreprises actuellement, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait paix, qu'il y ait stabilité dans les entreprises? Il y a un problème, ou bien ce que nous appelons dans les jargons syndicaux, les négociations collectives. Les négociations collectives, c'est une organisation où c'est un dialogue entre les deux partenaires, c'est-à-dire le syndicat et l'employeur. Ces négociations collectives engendrent ce que nous appelons la convention collective. La convention collective, c'est un document ou bien qui est débouché d'une négociation entre les deux partenaires, c'est-à-dire le syndicat et l'employeur, pour qu'on puisse mettre sur pied une politique sociale qui englobe toutes les conditions pour mettre le travailleur à l'aise. Et maintenant, dans beaucoup d'entreprises actuellement, ils n'ont pas de convention collective. Vous pouvez faire une petite enquête sur terrain, vous allez le constater. Et s'il y a une convention collective, il y a une convention collective mal négociée. Peut-être qu'elle a été négociée par des gens qui ne sont pas qualifiés dans la matière. Qu'est-ce que nous appelons la convention collective? La convention collective améliore ce que le Code du travail a déjà prévu en matière de travail, dans la politique sociale de travailleurs. C'est-à-dire par rapport au salaire, par rapport aux primes, par rapport aux avantages sociaux. C'est-à-dire tout cela fait lieu qu'il y ait un dialogue permanent entre le syndicat et les employeurs ou les entreprises. Et si on a mis sur pied une bonne convention collective, il y aura la paix sociale, il y aura la stabilité, et vous verrez que les entreprises vont prospérer. Alors, comme il n'y a pas une bonne convention collective sur ça, à qui la faute, en fait? La faute appartient au gouvernement ou bien aux employeurs? Voilà, la faute n'appartient pas aux travailleurs. Je ne dis pas directement que la faute incombe au gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement est un peu dépassé parce que le gouvernement, par l'entreprise de son ministre du Travail, qui lui aussi a ses subordonnés, les inspecteurs, ce sont eux qui doivent faire le suivi dans les entreprises et faire la pression pour que les employeurs obtempèrent. Parce qu'il y a des employeurs qui n'acceptent pas. Parce que s'il n'y a pas ce cadre, il n'y a pas de négociations collectives, il n'y a pas une convention collective. Maintenant, l'employeur, il va donner un avantage social sur base de quel document? Parce que le Code du travail, il donne des grandes lignes
que nous allons parler parce que je sais que dans la suite, vous allez me poser des questions sur les salaires et sur les autres. C'est-à-dire, le Code du travail donne des grandes lignes, des articles. Mais quant aux syndicats ou aux maisons syndicales, de s'organiser avec l'employeur, d'entrer dans une négociation pour améliorer les conditions de travail, améliorer sur le plan social des travailleurs, améliorer sur le prime, sur les avantages, voire les heures supplémentaires, il y a différentes primes qu'on doit payer par rapport aux négociations. Ouais, alors, comme j'ai dit quand j'ai commencé par rapport aux revendications, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur les salaires, parce que beaucoup de gens, en tout cas, pleurent, beaucoup de travailleurs pleurent, surtout dans les entreprises minières. Ils pleurent vraiment. Alors, sur base de quoi on calcule le salaire d'un travailleur? Madame, sur le salaire, je vais un peu remonter encore au-dessus du gouvernement. C'est-à-dire que la politique salariale, chaque gouvernement a une politique salariale. Ça, nous devons, c'est ce que nous appelons les SMIG. Le SMIG, ça signifie salaire minimum interprofessionnel garanti. Il est promulgué par le décret présidentiel. Alors, ces SMIG-là, il y a les conseils nationaux du travail qui se tiennent au niveau national, c'est-à-dire au niveau du gouvernement. Et là, il y a 3 acteurs. C'est-à-dire, c'est une réunion tripartite. C'est-à-dire, il y a les gouvernements, il y a le syndicat ou l'interprofessionnel, et il y a la FEC, qui est le syndicat des employeurs ou des entreprises. Ils se mettent ensemble par rapport aux conjonctures, et là, ils déclarent ou bien ils arrêtent un SMIG, c'est-à-dire un salaire minimum interprofessionnel garanti, qui doit être appliqué sur toute l'étendue de la République. Et en moyenne, c'est combien? Bon, je me rappelle que dans le premier mandat du président honoraire Kabila, il avait fixé à $3. À $3? Oui, si j'ai une bonne mémoire, par jour, oui. Ouais, ça. Je me rappelle aussi à l'époque du gouverneur Moïse, il avait parlé que dans ma province, quand c'était encore le Grand Katanga, il avait arrêté à $100 le salaire net. C'est-à-dire, il avait dit, je ne sais pas sur base de quoi. Mais actuellement, vous voyez cette conjoncture. C'est pourquoi je dis maintenant, au niveau maintenant des entreprises, le salaire est fixé par rapport à la politique de l'employeur, par rapport à la classification et aux catégories. Parce que nous avons à peu près 4 à 5 catégories. Nous avons les classifiés, nous avons le maîtrise, nous avons les cadres de collaboration et nous avons les cadres de direction. Vous voyez ça. Alors, maintenant, il faut une négociation encore collective avec le syndicat par rapport à la classification des emplois. Maintenant, là, on détermine. Le syndicat interne? Mais oui, les syndicats internes. Là, maintenant, c'est les syndicats internes. Bien sûr, les délégués syndicaux sont assistés par leur maison syndicale. Ouais, ça. Mais néanmoins, en amont, l'entreprise fixe un barème qui peut être négocié. Il fixe un barème salarial par rapport aux classifiés ou bien aux manœuvres, comme nous les appelons. Voilà. Ils ont un salaire, par exemple, de $10 par jour. Ouais, ça. Parce que nous avons le salaire de base. Ça, c'est qu'il faut connaître. Le salaire de base est déterminé par rapport au poste et à la catégorie que la personne va occuper. Des deux, il y a maintenant les avantages sociaux, tels que le transport, les logements, les allocations familiales. Qui ne sont parfois respectés par... Mais oui, qui ne sont pas parfois respectés. Nous pouvons dire que ce sont les délégués syndicaux qui ne sont pas forts, ou bien c'est parce que ce n'est pas une priorité pour le gouvernement? Les délégués syndicaux ne peuvent pas s'introduire dans une entreprise de force. C'est comme actuellement, il y a un arrêté ministériel qui vient du niveau national, qui convoque incessamment les élections syndicales dans presque toutes les entreprises sur le territoire congolais. Ouais, ça. Maintenant, quant aux entreprises, de s'approprier de cet arrêté, quant au gouvernement, pas l'entremise de l'inspecteur du travail de faire le suivi pour faire appliquer ce décret ministériel pour que ça s'applique dans toutes les entreprises. Maintenant, s'il n'y a pas de suivi au niveau local, il y a des entreprises qui boudent.
Oh non, je ne suis pas prêt, oh, je ne suis pas avec de raison, tout ça, pour échapper. Vous voyez ça. C'est-à-dire, là maintenant, c'est un problème, ce n'est pas un problème du syndicat, c'est un problème du gouvernement et c'est un problème aussi des employeurs ou des entreprises. Est-ce que tous ces cris d'alarme, la société civile n'est pas informée de tout ça? Non, la société civile ne peut pas s'impliquer dans les entreprises. La société civile, ça c'est autre chose. La société civile, c'est l'ensemble, bien sûr, tel que de la population, les organisations, les églises, les ceci. C'est ce que nous appelons société civile. Ouais, ça. Mais les entreprises, il y a des syndicats, c'est-à-dire des représentants des travailleurs et d'organisations, dont les travailleurs, ils sont libres d'adhérer, ouais, ça, de se constituer à une organisation pour défendre leurs intérêts. C'est ce que nous appelons le syndicat. Alors, pourquoi il y a toujours les délégués syndicaux dans les différentes entreprises, toujours des grèves, toujours des revendications? Qu'est-ce que nous pouvons conclure? Ils ne font rien absolument? Ils sont corrompus, ils sont du côté de l'employeur? Madame, les négociations collectives, c'est un cadre qui est mis d'une manière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue permanent. C'est pourquoi. Et ça n'existait pas? Ça dépend parce que je n'ai pas encore visité toutes les entreprises, mais je sais que dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas respecté. C'est-à-dire quand il y a une délégation syndicale, il y a tout un calendrier annuel qui fixe les réunions. Il y a des réunions peut-être trimestrielles, il y a des réunions semestrielles, il y a des réunions annuelles qui doivent être respectées. Et avec toutes ces réunions, vous identifiez les problèmes qui sont dans l'entreprise, les problèmes qui se passent au quotidien, les quotidiens du travailleur au travail, les difficultés qu'a l'employeur à atteindre ses objectifs. Maintenant, vous vous mettez autour d'une même table pour qu'on puisse trouver des solutions. Si les solutions peuvent être difficiles, on les trouve par dialogue ou bien par consensus. Ouais, ça, pour qu'il y ait la paix et qu'il y ait la stabilité. Dès qu'il y a la paix et la stabilité, l'entreprise fait des bons rendements. Mais s'il y a des soulèvements, il n'y a pas de rendement parce que chaque fois, il y a des problèmes. Alors, quand il y a des réunions comme ça, les dialogues, est-ce qu'on fait participer toutes les catégories de travailleurs? Ou bien seulement ce sont les délégués syndicaux qui sont censés participer dans ces différentes réunions? Parce que j'ai l'impression comme si les travailleurs ne font plus confiance aux délégués, à leurs délégués syndicaux. Non, c'est un peu difficile parce que les délégués syndicaux sont élus par leurs collègues travailleurs. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas te donner un mandat s'il n'a pas confiance en toi. Ouais, ça. C'est-à-dire le travailleur choisit des gens capables, de gens qui peuvent porter jusqu'au sommet de l'entreprise leurs revendications, des deux qui peuvent le défendre, les soutenir, ouais, conformément à la législation. Alors, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand les délégués arrivent maintenant au niveau de l'employeur, ils sont butés à un refus. Des fois, ils sont terrorisés parce qu'au départ, il est travailleur. Qui terrorise qui? L'employeur. Terrorise. Alors, ça ne sert à rien alors de lire les délégués syndicaux? Non, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai constaté... Et surtout qu'ils sont aussi travailleurs, ils sont censés protéger leur travail? Non, le problème se situe aussi au niveau de formation. C'est-à-dire le travailleur doit être outillé. D'abord, il jouit d'une immunité, c'est-à-dire d'une certaine couverture. Quand ils sont délégués syndicaux, ils sont couverts. Ouais, ça, on ne peut pas les mettre à la porte d'une manière ou de n'importe comment. C'est-à-dire ils sont couverts. Des deux, ils doivent quand même avoir la matière parce que l'employeur ne peut pas céder facilement. Ouais, ça. C'est pourquoi maintenant, il y a une formation telle que les faits syndicaux. Il faut détecter. Et même quand vous devez aller négocier le salaire, vous n'allez pas seulement taper sur la table, nous voulons que vous nous augmentez de 10%. Sur base de quoi? Alors vous devez avoir des éléments conjoncturels, tels que les moments que nous sommes, par rapport au salaire que vous avez. Alors, vous partez sur le marché. Le taux dollar qui monte du jour au jour, par exemple. Par exemple. Beaucoup de problèmes sociaux. C'est ça. Et donc, parfois, les employeurs font semblant. Non, les employeurs font semblant parce qu'il n'y a aucun employeur qui a la bonne volonté de vous donner son argent.
Il n'y en a pas. Par rapport à ça, est-ce que le bien-être des travailleurs Oui. peut influencer sur la performance de l'entreprise? Mais oui, s'il ne mange pas bien, il a beaucoup de problèmes dans la tête. D'où le rendement ne sera pas efficace. Et Ouais, pourquoi maintenant les employeurs doivent rester indifférents par rapport aux problèmes des travailleurs? Si ça doit influencer sur la performance même de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire l'employeur cherche à gagner plus et à vous utiliser davantage. Les capitalistes? Ce sont les capitalistes, bien sûr, pour ne pas dire qu'ils cherchent à nous remettre à l'ancien système. Je m'étais dit l'esclavagisme. C'est-à-dire qu'ils cherchent à beaucoup plus gagner et à dépenser moins. Mais c'est une forme d'esclavagisme, on ne peut pas quand même nier. Une autre forme? Oui, une autre forme d'asservissement. Esclavagisme, c'est trop fort. Mais une autre forme d'asservissement. On a servi, c'est-à-dire le travailleur. C'est-à-dire on les utilise au-delà, mais on leur donne peu. Ouais, c'est pourquoi dans les négociations, par exemple, réunion annuelle, c'est-à-dire dans les négociations, chaque fois que vous entrez dans une réunion, par exemple, annuelle, l'employeur est obligé de vous donner la marge de l'entreprise, le bénéfice qu'il a réalisé. Ouais, ça. Et là, maintenant, vous dégagez aussi les bonus. Parce que le travailleur aussi a employé et a participé. Ouais, ça. S'il a gagné, il a aussi participé. C'est là où on donne maintenant ce que vous appelez les matabishi ou les bonus ou le 13e mois ou une certaine prime d'encouragement. Pourquoi? C'est sur les bénéfices. Vous avez évoqué le rôle du gouvernement, le rôle de délégués syndicaux. Oui. Alors, à qui la faute quand il y a soulèvement, il y a parfois des licenciements abusifs, il y a parfois des mauvais traitements, surtout côté traitement. Parfois, les travailleurs ne mangent pas bien. À qui nous pouvons attribuer la grande responsabilité? Madame, la responsabilité est presque partagée, mais la plus grande, j'ai dit, c'est le gouvernement. Alors, le gouvernement doit avoir une politique qui encadre ses citoyens. Je crois que il n'y a pas longtemps, vous suivez à Kinshasa, vous verrez qu'il y a tellement de soulèvements, les syndicats de médecins, les syndicats des enseignants, le syndicat de magistrats, vous voyez un peu des professeurs, ils se sont organisés pour faire pression. Et s'il y avait une politique nationale, ouais, ça, comme j'ai dit en amont, qui fixe un bon SMIC d'abord, ça, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est-à-dire qu'il fixe quelque chose de consistant. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs années que le SMIC était fixé. C'est déjà dépassé par rapport à la conjoncture. Et maintenant, en répercussion au niveau local, qu'il y ait une pression du gouvernement dans les entreprises. Ouais, ça. Mais aujourd'hui, nous assistons presque chaque entreprise à sa politique salariale. Vous arrivez à KCC, il a un barème à lui. Vous arrivez peut-être chez les Chinois, ils ont aussi leur barème, leur façon de payer. Ça ne peut pas se faire comme ça dans un pays. Et ça frustre parce que le travailleur communique. Il parle. Comment vous êtes traité, comment, voilà comment nous nous sommes traités. Nous avons ceci comme avantages sociaux. Mais nous, on n'en a pas. Comprenez. Et alors ça commence un peu à choquer les esprits. Et il y a des soulèvements. Et voilà, Monsieur Évariste, merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes questions. Le temps passe vite, il y a vraiment de la matière, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Quand même, pour aujourd'hui, nous vous remercions pour votre présence. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Il est temps que les employeurs prennent conscience parce que la performance de l'entreprise tient compte des employés. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur nos antennes.